un titre développé par un studio lyonnais répondant au doux nom de No Cliché. Pour la petite anecdote, l'équipe derrière la création du studio était tout droit issue d'Infogrames, un studio qui doit vous dire quelque chose, et avait notamment participé à la création d'Alone in the Dark, pour, carrément quelques années plus tard, avant son rachat par Sega, réaliser Little Big Adventure. Donc c'est clairement pas n'importe qui. Dans Toy Commander, donc, on incarnait, comme le nom peut le laisser penser, toute une farandole de jouets sous la forme de véhicules, avec lesquels on allait devoir réaliser une série de missions impliquant, pour les plus simples, le fait de, par exemple, larguer des sucres dans une tasse de chocolat chaud à l'aide d'un hélicoptère, ou encore de faire la course en avion en passant dans des cercles de feu. À des missions bien plus complexes qui nécessitaient carrément de passer successivement d'un véhicule à un autre, avec par exemple une où il fallait dans un premier temps sauver 2 pompiers à l'aide notamment d'une espèce de jeep armé de missiles en forme de crayon, pour dans un second temps aller récupérer de l'eau dans un lavabo à l'aide d'une forme de simili-canardaire en plastique, ce qui permettait, in fine, de sauver une ville des flammes. Bon, en vrai, pour être tout à fait honnête, j'avais surtout souvenir du plaisir que j'avais à contrôler la Jeep, tirant un peu partout et essayant d'explorer un maximum l'environnement de jeu, faisant fi des impératifs liés aux missions, que de toute façon je ne comprenais pas. Mais malheureusement, j'étais systématiquement rattrapé par ma légendaire absence flagrante de skill, qui impliquait l'inéluctable explosion de mon véhicule suite aux assauts répétés de ces fichus soldats de plomb et autres tourelles tireuses d'assassins stylo-bic. Donc voilà, c'était mon rapport à la Dreamcast. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Clairement, il s'agit d'une courte parenthèse de mon enfance, complètement éclipsée par la GameCube et la PS2, mais une parenthèse tout de même assez marquante, notamment grâce à cette espèce d'ovni vidéoludique que pouvait être Toy Commander. Un ovni dont j'aimerais d'ailleurs bien profiter d'une remasterisation aujourd'hui, donc à quiconque détiendrait encore les droits de cette petite pépite, je pense que je ne serai pas le seul à vouloir mettre quelques liasses sur la table pour pouvoir à nouveau en profiter, à bon entendeur. Bah écoute, merci Florian. Je me pose la question si le jeu n'était pas sorti aussi sur PC ou pas. Je crois... Ah, alors de mémoire, des recherches que j'ai fait, il me semble que oui, il y avait eu une adaptation sur PC. C'est pas impossible. Ça, j'ai un petit doute maintenant. Parce que je pense l'avoir sur PC, justement. C'est pas impossible, effectivement, ouais. Je sais qu'il y en a eu plusieurs des jeux de Sega qui sont sortis sur PC. On mentionnait Jet Set Radio, Crazy Taxi, il y avait une collection, Sonic Adventure aussi. Mais Toy Commander, j'ai un petit doute. Mais c'est pas impossible, oui. Et toi, Philippe, est-ce que tu avais, alors évidemment pas sur la Dreamcast, mais est-ce que tu avais un jeu fétiche comme pour Florian, celui où tu aimais jouer quand tu allais chez ta mamie ou Chez ma mamie, non, pas forcément, puisque, comme dit, il y avait qu'à la maison qu'on avait les consoles, donc toutes ces vieilles consoles. Après, parler d'un jeu fétiche, c'est un peu difficile. J'avais pas vraiment un jeu fétiche. En fait, je les adorais tous, que ça soit Super Mario 64, que ça soit Mario Kart 64, que ça soit Pokémon Stadium, le phénomène Pokémon Stadium, ou alors Rayman 2. Donc, tu vois, contrairement à la Dreamcast par rapport à Toy Commander, c'est vrai que ça restait des jeux qui sont fixés sur un seul protagoniste. Mais comme dit, finalement, moi, ça m'était égal. Pour moi, l'essentiel, c'était vraiment de rentrer dans cette nouvelle dimension et de se dire, il y a tellement à explorer, il y a tellement à faire. Et maintenant que ça me vient à l'esprit, je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale entre ces jeux 2D et ces jeux 3D. C'est quand même l'importance des sauvegardes. Ouais. Du système de sauvegarde. Parce que c'est vrai que finalement, quand on y songe, alors bon, les sauvegardes, voilà, c'est pas apparu avec les jeux 3D. Je veux dire, déjà sur Super Mario Bros en 85, évidemment, il y avait ce système de gap qu'il y avait, de niveau secret pour justement passer d'un niveau à l'autre. Les warp. Voilà, les warp, merci. Qui permettait, de ne pas recommencer le jeu en boucle. Mais encore fallait-il connaître l'astuce. Moi, à cette époque-là, à 5-6 ans, je la connaissais pas, donc forcément, je remettais le jeu en boucle. Mais le fait est que quand les jeux sont arrivés, quand les jeux 3D sont arrivés, c'est vrai que le système de sauvegarde a été repensé et ça permettait justement d'aller plus loin dans le jeu, de l'explorer beaucoup plus. Et qui dit plus d'exploration, forcément, dit plus d'implication. Donc, je pense que c'est vraiment là la différence fondamentale qu'on peut faire vraiment entre les consoles de vieille génération et les consoles nouvelle génération. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est assez amusant parce que le système de sauvegarde, moi, bizarrement, je l'ai découvert très tard parce qu'il était disponible sur PS2, bien évidemment, il était disponible sur Dreamcast, mais vu que, par exemple, la Dreamcast, c'était des démos,
bah en fait je recommençais en boucle les démos. La PS2, on a acheté une memory card que tardivement, donc en fait moi je recommençais en boucle, par exemple le premier Ratchet & Clank, pour ceux qui connaissent la série, le premier Ratchet & Clank, le premier niveau je le connais par cœur en fait, j'avais pas de memory card. Et quand j'allais squatter chez d'autres personnes, bah en fait je lançais une sauvegarde, enfin je lançais une nouvelle partie, mais je sauvegardais jamais parce que j'avais pas le temps en fait. Tu recommençais pas de zéro pour faire le premier niveau en mode 10 secondes pour que les mecs ils te regardent en mode waouh mais il est trop fort, et ensuite le niveau 2 tu leur faisais un petit bon allez je vais être sympa, je vais jouer comme vous, tu vois, et là tu perdais comme une merde. À 5-6 ans j'étais déjà speedrunner professionnel, c'est incroyable. Mais ouais, c'est une bonne stratégie, tu sais, de recommencer encore et encore le même niveau parce que tu peux pas le sauvegarder. Au bout d'un moment, tu sais exactement. Je faisais ça aussi, quand j'avais une PlayStation, j'avais aussi les CD de démos qu'on pouvait acheter justement dans les magazines qui te proposaient plein de démos. Et des fois, il y avait des jeux que j'aimais bien et en fait, je jouais qu'à ces jeux-là. Et au bout d'un moment, je faisais aussi du speedrun puisque mon truc c'était sur les jeux de voiture par exemple, tu sais, en fait, tu devais faire genre un circuit. Ouais. Et après, c'était fini, donc il fallait que tu recommences le même circuit. Et au bout d'un moment, je m'amusais à recommencer en me disant, je vais essayer de battre mon propre record. Dans les trucs de plateforme pareil, tu sais, c'était de se dire, je vais essayer de choper toutes les pièces, d'éclater tous les monstres et de le faire le plus vite possible. Et tu recommençais. Et je crois qu'il y a un jeu que j'aimais pas mal, ça devait s'appeler Konoha ou Clonoa, je sais plus, qui est un jeu dans lequel, qui était sur PlayStation, vous jouez un petit personnage dans un truc de plateforme 2D 3D qui était assez sympa. Et c'était un espèce de Mario en mode petite créature, tu vois, mais c'était un peu dans le même style qui était sympa. Et donc, je m'amusais à recommencer aussi ce jeu encore et encore. C'était Crash Bandicoot. Il était sur l'un des CD de démo. J'arrive jamais à me souvenir si c'était le 1 ou le 2. Je crois que c'était le 1. Et justement, il n'y avait que le premier niveau qu'on pouvait faire, je crois. Donc, putain, celui-là, je l'ai fait effectivement bien, beaucoup de fois, quoi. C'est là qu'il faut reconnaître qu'ils ont quand même bien géré cette transition-là avec les démos, puisque il faut quand même souligner que le système de sauvegarde de ces premières consoles 3D était très contraignant. Alors, autant sur Dreamcast, comme tu l'as souligné, Lionel, voilà, c'était une petite memory card en quelque sorte, comme c'était le cas aussi pour la PlayStation. Moi, je me souviens qu'avec la Nintendo 64, c'était une sorte de petit cube que tu mettais derrière la manette, qu'on appelait le memory... Non, pas le memory, le transfer pack, pardon. Okay. Et quelque part, ça a été une des plus grandes frustrations de ma jeunesse, parce que certains jeux, notamment Rayman 2, par exemple, je ne sais pas s'il y en avait un autre, Rayman 2 par exemple, bon, il n'est pas le seul, hein, mais nécessitait la présence de ce transfert pack pour pouvoir sauvegarder et continuer le jeu. Donc finalement, ça restait des jeux hybrides entre 3D mais en même temps 2D, parce que comme il n'y avait pas de moyen de sauvegarder, si tu n'avais pas ce transfert pack, pareil, en fait, tu recommençais le jeu en boucle, sans... Ou alors tu faisais des sessions de 48 heures sans t'arrêter. La seule exception, en fin de compte, il faut quand même le reconnaître, c'est Super Mario 64. C'est les jeux Mario qui ont quand même eu la bonne idée, d'inclure un écran de chargement à la fin où tu pouvais choisir ta sauvegarde. Donc là, effectivement, ça ne nécessitait pas d'avoir le transfert pack pour avancer dans le jeu. Mais malheureusement, les jeux Nintendo 64 n'étaient pas forcément équipés de ce type de sauvegarde. Eh bien, écoutez, on a fait le tour un petit peu de notre discussion sur la Dreamcast et les consoles. Si jamais, pour nos auditeurs, il y en a parmi vous qui aimeraient que dans des prochaines émissions, on aborde peut-être la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4, la PlayStation 5 ou d'autres consoles, évidemment, n'hésitez pas à nous le dire. Et nous, on va se retrouver pour la chronique de Philippe juste après notre jingle. Et donc, on se retrouve pour la chronique littéraire de Philippe qui va nous parler d'un livre qu'il a lu. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Écoute, je te laisse la parole. Le livre dont je vais vous parler est un livre de fantasy young adult qui s'intitule « Au seuil du monde » de Marjolaine Pochet, qui est paru en 2020 aux éditions de la Goutte d'Étoile. Le synopsis est le suivant.
Jeanne Nérol, étudiante en médecine, apprend le décès d'un grand-oncle qu'elle n'a jamais